Bonjour, nous sommes avec Jacques Maire, qui est parlementaire, membre d'ailleurs du conseil d'administration de l'IRIS, et qui est également rapporteur spécial sur le cas de Navalny auprès du Conseil de l'Europe. Jacques Maire, pouvez-vous expliquer en quoi le Conseil de l'Europe peut intervenir sur le cas de Navalny? Oui, alors le Conseil de l'Europe, il a trois branches, si je puis dire, principales. Il a la Cour de justice, qui est là pour appliquer la Convention européenne des droits de l'homme, celle sur laquelle, effectivement, la situation de Navalny est interpellée. Il y a le Comité des ministres, et puis qui est là pour adopter les conventions. Et puis, il y a l'Assemblée parlementaire, qui est le moteur politique. Quand on voit qu'il y a une rupture entre l'engagement d'un État membre, puisque la Russie, je le rappelle, est membre du Conseil de l'Europe. Elle a d'ailleurs souhaité y revenir avec beaucoup d'efforts en 2019. Donc, quand un État membre est en rupture avec ses obligations vis-à-vis du Conseil de l'Europe, l'Assemblée parlementaire, en général, fait un rapport. Elle l'a fait, par exemple, sur d'autres sujets comme le meurtre de Daphne Caruana à Malte ou ce genre de choses. Elle l'a fait aussi pour Boris Nemtsov. Le but du rapport, c'est d'établir les faits, bien sûr, et aussi de leur donner une qualification juridique. Donc, de ce point de vue, moi, en tant que président du groupe libéral, j'ai été poussé par mes collègues pour prendre le rapport sur l'empoisonnement de Navalny dès septembre 2020, travailler avec Navalny, y compris sur place à Berlin pendant cet automne. Et puis, quand Navalny s'est fait emprisonner au titre d'un jugement d'ailleurs qui avait été déclaré non conforme par la CEDH, on m'a confié ce rapport sur l'emprisonnement. Le but, il est simple, il est de faire en sorte que la Russie puisse remplir ses obligations. Et quand la Russie est présente au Conseil de l'Europe, ça veut dire que le processus est contradictoire, la délégation de la Douma participe aux travaux de la Commission, et elle doit faciliter les contacts avec, je dirais, entre l'administration russe et les rapporteurs. C'est ça le rôle, c'est ça aujourd'hui qui est en jeu. Le but, c'est de faire respecter, effectivement, la jurisprudence de la Cour et de faire en sorte que Navalny soit libéré. Alors, c'est mal parti, puisque ce week-end, on a appris que vous étiez interdit d'entrer sur le territoire russe. Donc, le moins que l'on puisse dire, c'est que la Russie vous met des bâtons dans les roues. Elle met des bâtons dans les roues et c'est très, très curieux parce qu'en fait, si vous voulez, le rapport de l'Union européenne à la Russie est un rapport d'un acteur externe qui se sent parfois en situation de combat, parfois en situation de compétiteur. Et donc, elle sanctionne un tiers. Là, on est dans un autre domaine dans lequel la Russie est membre. Et donc, il n'y a jamais eu encore de sanctions contre la Russie depuis son retour en 2019. Il pourrait y en avoir, mais il n'y en a pas eu. Et le fait d'avoir sanctionné le rapporteur, quelque part, c'est surtout se priver elle-même d'une capacité, je dirais, d'alimenter le débat et d'alimenter sa contribution. Donc, je pense que c'est une erreur politique qu'ils ont faite et dont ils vont être eux-mêmes les principales victimes. Alors, comment peut-on défendre Navalny? Ça devient de plus en plus difficile. On a craint pour sa vie, d'ailleurs. Qu'est-ce que l'on peut faire pour lui venir en secours, en sachant que parfois les interventions extérieures peuvent être contre-productives? Comment faire en sorte que l'on puisse aider Navalny? Alors d'abord, il faut savoir que le dialogue avec la Russie depuis 2019 a été pas très, très conforme à ses obligations, mais depuis à peu près le mois de décembre, la Russie donne des signes sur les sujets qui ne lui posent pas de problème d'une volonté de dialogue. C'est tout le paradoxe. Donc, elle a commencé effectivement, elle a reçu le président de l'Assemblée parlementaire, elle commence à accueillir les rapporteurs et elle m'avait moi-même, en fait, promis d'avoir des contacts avec les autorités russes, soit en vidéo, soit éventuellement en physique. Aujourd'hui, il y a un processus très clair. Pourquoi? Parce que Navalny a été condamné au titre d'un jugement sur l'affaire dite Yves Rocher. Ce jugement a été considéré par la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg comme étant non fondé, comme étant politiquement motivé. Et donc, il y a, si vous voulez, dans le débat, un processus qui articule l'action de l'Assemblée parlementaire et du Comité des ministres, qui, si jamais la Russie, finalement, ne souhaite pas revenir à une application pleine et entière, qui est une obligation absolue de ce jugement de la Cour européenne sur l'affaire Yves Rocher, dans ces cas-là, effectivement, il va se passer quelque chose, c'est éventuellement une procédure conjointe, c'est-à-dire une procédure conjointe entre commission et assemblée parlementaire pour dialoguer avec la Russie, pour lui faire comprendre la nécessité qu'elle trouve des moyens juridiques pour appliquer la décision, ou sinon éventuellement prendre des sanctions qui peuvent aller loin. Je pense que ces sanctions ne sont pas du tout secondaires, cher Pascal, parce que la Russie, le Conseil de l'Europe, c'est le dernier endroit d'influence de la Russie en Europe. Et le fait d'avoir fait des pieds et des mains pour revenir en 2019, malgré effectivement le blocage et la réserve naturelle des Baltes et des Ukrainiens, c'était pour elle une victoire politique.
Donc aujourd'hui, elle donne aussi des signes d'ouverture et en même temps des signes de sanction. Et nous verrons d'ici 3 ou 4 mois, effectivement, et même peut-être plus rapidement, puisque la deadline pour le comité des ministres de la réponse de la Russie à la libération de Navalny, c'est début juin. Nous verrons effectivement d'ici juin si oui ou Donc non ça devient un enjeu central. Et mon sentiment, c'est qu'il y a de plus en plus d'expulsions réciproques de diplomates, d'interdictions, alors que tactiquement, il a pu vous recevoir et justement profiter de l'occasion, vu qu'ils ont beaucoup milité pour revenir dans le Conseil de l'Europe. Vous, votre sentiment, est-ce qu'il y a une escalade et est-ce qu'elle va s'arrêter ou est-ce que c'est finalement une sorte de fuite en avant qu'on ne peut pas arrêter? Écoutez, si je voulais être conciliant avec la Russie, je dirais qu'ils ont fait une erreur sur cette sanction, spécifiquement sur le Conseil de l'Europe. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne interprétation. Il est possible qu'en Russie, certains aient tiré effectivement un trait sur la volonté d'appartenance au Conseil de l'Europe parce que ces rapports sont gênants, parce qu'ils les mettent en cause. Et pour autant, la Russie continue ses gestes d'ouverture, par exemple en étant ouverte à coopérer sur des sujets de type Covid de façon assez approfondie avec nous, en participant régulièrement aux instances, etc. Donc c'est très ambigu. La décision de vendredi est totalement inacceptable. C'est une ligne rouge qui est franchie. La première ligne rouge, c'est le non-respect d'une décision de la Cour européenne. La deuxième, c'est effectivement sanctionner un rapporteur. On ne peut pas accumuler les lignes rouges sans conséquences lourdes. Donc, soit ils rectifient assez fortement, et ils n'ont pas beaucoup de temps pour cela, soit effectivement, on va sur une procédure conjointe. Merci Jacques May, on va suivre cela avec intérêt et bravo pour ce que vous faites. Merci à vous.